Ah, les mariages dans Game of Thrones, c'est toujours quelque chose. Bonsoir à toutes et à tous. Alors, je suis pas dans mon décor habituel parce que je ne suis pas chez moi. Il y aura peut-être même sûrement de l'écho. Voilà, je suis dans un salon en plein travaux. Mais ça ne m'a pas empêché aujourd'hui de débriefer et de parler en détail de House of the Dragon, l'épisode 5 de la saison 1. C'est pour moi très clairement le meilleur épisode qu'on ait eu pour l'instant. Ça me rassure dans le fait que c'est une série géniale et incroyable. C'est tout ce que j'attendais, tout ce que je demandais de House of the Dragon. Vraiment, je trouve ça merveilleusement bien écrit. Je trouve qu'ils prennent beaucoup de décisions scénaristiques qui amènent un vrai plus à l'histoire. Les personnages sont très bien développés, on comprend très bien ce qui les tourmente, on comprend très bien leur complexité, les dilemmes qu'ils peuvent avoir. C'est un peu un premier climax dans cette saison, c'est un peu cet épisode, un final de mi-saison. Et c'est ce que nous allons essayer d'analyser et de décrypter en détail. Le début de l'épisode, il commence avec la découverte de Rhea Royce, qui est la femme de Daemon Targaryen. Et je trouve qu'ils ont fait un choix vraiment très sympa et très pertinent de montrer Rhea Royce comme une femme qui est vraiment battante, qui a du charisme, qui sait monter à cheval, qui chasse seule. On sent que c'est quelqu'un qui tient tête à Daemon et c'est ce qui a vraiment dû lui déplaire. Pour l'instant, les seuls retours qu'on avait sur ce personnage venaient de Daemon et ils étaient très critiques. Ils disaient oui, les moutons dans le Val sont plus beaux que leurs femmes, c'est des gens qui baiseraient leurs moutons. Enfin voilà, ils disaient des trucs horribles. Et du coup, on avait une image un petit peu terrible de cette personne. Et quand on se rend compte que en fait c'est cette jeune femme, je trouve que ça crée un décalage très sympa entre l'idée qu'on avait pu s'en faire à travers ce que disait Daemon et ce qu'elle est réellement. Voilà, vraiment elle a la classe. Alors, les Royce sont connus pour avoir une armure de bronze un peu légendaire. Les Royce, c'est une famille une des plus vieilles familles, la plus vieille famille, je crois, du Val d'Arin. Et ce sont donc des bannerets des Arryn. Je trouve que le décor est vraiment magnifique. Je sais pas, ils ont tourné ça en Écosse, en Irlande. Le château Runestone des Royce, c'est vraiment très beau. C'est un peu un mini court-métrage pour introduire l'épisode. Et dans le livre Fire and Blood, ce n'est absolument pas dit que c'est Daemon qui assassine sa femme. C'est juste dit qu'elle fait une mauvaise chute à cheval. Et c'est vrai que le timing dans le bouquin est assez étonnant. Voilà, donc je trouve ça très cool que les showrunners se soient dit bon bah on va dire que c'est Daemon qui l'a assassiné. Voilà, parce que ça montre encore une fois son côté agent du chaos. Et donc dans un deuxième temps, on a l'occasion de rencontrer un peu plus en profondeur la famille Velaryon. Quand le roi va demander à ce que Laenor Velaryon épouse sa fille Rhaenyra. Et là pareil, moi je m'en suis pris plein la tête, parce que les Velaryon c'est une famille très iconique des livres. Leur château, moi ça m'a toujours fait rêver. High Tide, c'est marée haute, voilà, sur l'île de Driftmark. Dans mon esprit, ça m'a toujours fasciné. J'avais du mal à imaginer ce truc. Et Corlys Velaryon, il a ce grand hall dans lequel il a tous ces énormes souvenirs de ses anciens voyages. Et je trouve ça génial d'ailleurs qu'ils aient rajouté. Il contemple le masque du Crab Feeder qu'il a aidé à vaincre et qu'il a entreposé comme un trophée de guerre en fait dans son hall. Je trouve que le trône de bois flotté est magnifique. Il rend vraiment super bien et ça joue sur la scène parce que il accueille non pas le roi à ses portes mais le roi dans sa salle du trône pour montrer qu'il a du pouvoir face à ce roi. Et je trouve ça vraiment bien parce qu'il n'y a pas eu tout ça dans les bouquins, que en ce début de série les Velaryon soient vraiment montrés comme un pouvoir quasi égal à celui du trône des Targaryens est vraiment un danger. Enfin, on ne sait pas trop de quel côté ils vont basculer. Et s'il n'y avait pas ce mariage, on pourrait se demander si ça pourrait mal tourner. Parce qu'il y a toutes ces histoires de Rhaenys qui réclame le trône pour elle, Corlys qui veut que cela arrive. Voilà, donc je trouve ça vraiment génial que au niveau du scénario, les showrunners et House of the Dragon aient choisi de montrer les Velaryon presque comme des gentils, mais néanmoins des gentils antagonistes qui pourraient mettre à mal la couronne Targaryen. Ouais, donc encore une fois, c'est brillamment écrit. Mais vraiment, dans ces parties-là, dans ces premières parties-là, ce qui m'a fasciné, c'est les décors, c'est les costumes. On découvre aussi du coup leurs enfants, Lénore et Lena. Alors Lena, on l'a déjà vu, c'était la petite gamine de 12 ans qui a grandi, qui est devenue cette grande jeune femme du coup
et rentre dans un jeu de séduction avec Damon à la fin de l'épisode. Et je sais pas si vous avez capté que c'était la même personne, mais c'est pour vous montrer qu'il y a des années qui passent. Cette série-là est constamment en mouvement, il y a constamment des sauts dans le temps. Et je suis au regret de vous l'annoncer si vous ne le saviez pas, si vous n'avez pas vu les bandes annonces. Ce n'est pas un spoil, mais à partir de l'épisode 6, il y aura eu un saut dans le temps de 10 ans. 10 ans de saut dans le temps. Et en fait, les actrices Millie Alcock et Emily Carey qui jouaient Rhaenyra et Alicent ne sont pas les actrices principales de la série. Ce sont les versions jeunes de Rhaenyra et de Alicent Hightower, et les actrices ont été choisies pour leur ressemblance aux nouvelles actrices qui vont être énormes, Emma Darcy et Olivia Cook, vous allez voir. Enfin, je n'ai aucun doute sur le fait qu'elles vont proposer des performances absolument incroyables. Mais bon, ça me permet aussi de parler des performances de Millie Alcock et Emily Carey, que j'ai trouvé vraiment parfaites quoi, dans leur rôle. Je les trouve justes, subtiles, elles ont des sacrées palettes d'émotions. Je suis persuadé que si elles ont des bons agents à Hollywood, c'est des actrices qu'on va revoir et qui vont cartonner quoi. Parce que vraiment, très très belle performance. Alors ça m'amène aussi à une très belle performance de Alicent Hightower, lorsque son père quitte le donjon rouge, Otto Hightower, qu'on voit une seule fois dans cet épisode, mais qui a une des scènes, je trouve, peut-être pas les plus marquantes, mais les plus impactantes de ce qu'on a vu jusqu'à maintenant, parce que on s'est toujours dit qu'il était dans la manipulation, Otto, qu'il allait essayer de pousser ses enfants vers le trône, mais je trouve que dans la déclaration qu'il fait, il y a vraiment quelque chose de vraiment honnête, et ce qu'il dit n'est pas bête du tout, il dit à Alicent, mais le royaume en général, et le peuple n'acceptera jamais Rhaenyra en tant que reine, il fait clairement de la sédition, mais en même temps ce qu'il dit n'est pas bête, et une fois que Rhaenyra, essaiera de s'imposer comme reine, bah, il va y avoir des dégâts. Et les dégâts, ce sera toi, ce sera tes enfants qui se mettront entre elle et le trône, en fait, qui pourront être des potentiels rivaux. C'est ça que j'aime bien avec House of the Dragon, c'est que c'est une tempête d'emmerdes. Et on se dit, mais où est-ce que toutes ces emmerdes ont commencé? Bon, après, c'est mon point de vue sur Game of Thrones et sur House of the Dragon de manière générale. Je trouve que George R.R. Martin, il critique pas ce que font les gens, il critique le système qui pousse, le système politique, le système social, qui pousse les gens dans ces conflits de pouvoir. Voilà. Pour moi, c'est ça la vraie critique intrinsèque, la critique de fond de Game of Thrones. C'est pas de savoir, ah oui, lui ou elle fera un meilleur roi. C'est pas ça qu'il dit George R. R. Martin. Il dit il peut y avoir un très bon roi, comme juste derrière, il peut y avoir son enfant, peut être un très mauvais roi. Voilà, c'est juste le système qui corrompt tout le monde, qui pousse à des dérives absolument terribles. Et donc, ouais, il y a cette scène incroyable avec Otto Hightower que j'ai trouvé vraiment sublime. On retrouve aussi une scène avec notre bon vieux roi Viserys qui est vraiment de plus en plus mal. Sa maladie est complètement en train de se répandre. Hein. Il a quelque chose comme la lèpre, je pense, voilà, ce qui n'est pas dans les bouquins. Dans les bouquins, il se fait effectivement amputer des 2 doigts, mais juste à temps pour empêcher l'infection de se prolonger, voilà. Et moi, je trouve ça vraiment bien, juste, j'en parle tous les épisodes, mais juste de manière métaphorique, que la couronne et le roi pourrissent. C'est une très belle comparaison, c'est une très belle manière symbolique de montrer ce qui est en train de se passer. Il y a un petit détail qui m'a un peu interloqué, c'est le maître qui suit le roi et qui essaie de le soigner depuis toutes ces années. Chaque épisode, il propose un nouveau traitement, les vers, là il dit non, c'est bon, les sangsues vont marcher. Rien n'a marché jusqu'à présent. Et ce maître-là, on l'a déjà vu dans des jeux de regard un peu complices avec Otto. Je me demande s'il pousse pas un peu le roi vers sa tombe, quoi, le grand maître Mélos. C'est ce que moi, ça m'a fait ressentir dans tous les dialogues qu'on a eu avec lui. D'ailleurs, c'est très sympa, l'autre maître avec qui il parle, ce n'est toujours pas un détail anecdotique, on peut se dire c'est un maître lambda, mais c'est maître Orwyle, qui aura évidemment un rôle à jouer plus tard. Voilà, c'est pas des personnages secondaires, plein de personnages qu'on nous présente au fur et à mesure des épisodes qui pourraient paraître au premier abord assez anecdotiques. Et en fait, ils reviennent comme les frères Strong par exemple, qu'on voit pendant le banquet. Arwen Strong et son frère Larry Strong, qui sont les fils du coup de la nouvelle main du roi. On les met vraiment en avant et je trouve de la plus belle des manières parce que Larry Strong il a un dialogue avec Alicent où vraiment on sent qu'il a un potentiel de Littlefinger. Enfin moi il me renvoie des vibes de Littlefinger et de Varys, parce que Varys, voilà. Donc on sent que c'est un peu un grand manipulateur. On se demande quelles peuvent être ses motivations secrètes à cet homme-là. Je trouve que sa scène est très très chouette. Et il y a aussi Arwen Strong, son grand frère, qui est surnommé le briseur d'os, qui est le mec ultra baraque, qui a une scène géniale, je trouve, dans le bal, quand tout part en cacahuète. Il regarde son père lui fait un petit signe de tête, et il part dans la mêlée, il frappe tout le monde, et il se bat avec Rhaenyra sur l'épaule. Je trouve que la scène est géniale. Voilà, donc les 2 frangins, je les trouve super intéressants et très bien traités dans cet épisode. Et cette scène avec Rhaenyra m'amène à cette dernière scène, la scène de bal,
qui je trouve est une masterclass à tous les niveaux. Mais avant même ce qui se passe dedans, je voudrais saluer la mise en scène. Vraiment, je trouve qu'il y a très très peu de dialogue dans cette scène. Mais le montage, tout se joue avec des jeux de regard. Juste qui regarde qui, à quel moment. C'est monté mais à la perfection. Et ça te permet de comprendre toutes les tensions qui règnent entre les personnages, tout ce qui est en train de se passer. C'est une suite de cliffhangers et de moments désastreux avec Daemon qui arrive alors qu'il n'est pas invité. Alicent qui arrive habillée de vert pendant le speech du roi. Dans les bouquins, c'est un gros truc, cette robe verte. C'est un événement assez marquant et effectivement, ce n'est pas expliqué dans les livres et je trouve qu'ils en donnent une explication assez fascinante. C'est quand Villevieille et donc les Hightower partent en guerre. Villevieille, c'est une immense ville avec ce grand phare au milieu, la grande tour qui abrite la citadelle des Mestres. Et apparemment, c'est quelque chose qui est inventé par le show, mais je trouve ça génial. Quand ils partent en guerre, ils allument les flammes d'une couleur verte. Et donc juste avec cette robe-là, sans rien dire, Alicent Hightower, elle montre qu'elle est en mode bataille et qu'elle est hyper en conflit avec Rhaenyra. Bah, je trouve ça c'est du Game of Thrones comme je l'aime, quoi. Ça c'est trop bien, que des sous-entendus, que des jeux de pouvoir. Il se passe tellement de trucs dans cette salle de mariage, de banquet, sans qu'il y ait vraiment de conflit ouvert, quoi. Bon, il y a évidemment un conflit qui explose à la fin avec Criston Cole, que je trouve aussi particulièrement bien écrit. C'est supposé dans les bouquins, effectivement, qu'il a une relation avec Rhaenyra, mais en lisant, je m'étais pas vraiment dit ça. Et c'est ce que je vous disais à l'épisode d'avant, c'est que effectivement, on a envie que Rhaenyra, elle se libère sexuellement et qu'elle brise les carcans, mais en faisant ça, elle crée des conséquences terribles qu'elle ne réalise pas à ce moment-là. Elle ne réalise pas à quel point Criston Cole, qui joue sa vie pour cet amour, du coup, crée dans sa tête une histoire d'amour exceptionnel, très, très poussée. Enfin, moi, je trouve qu'on ne peut pas lui en vouloir de s'être imaginé quelque chose de très fort et d'incroyable quand Rhaenyra lui a fait tout risquer. Parce que, effectivement, je vous l'ai dit l'épisode d'avant, les manteaux blancs, enfin la garde blanche, n'a pas le droit de prendre d'épouse ou d'amoureuse. Et donc, en le prenant comme amant, eh ben, elle l'a forcé à briser. Enfin, après, il n'était pas non plus. Il n'a pas dit non non plus. Alors voilà, je ne vais pas jeter toute la faute sur Rhaenyra, mais. Elle l'a forcé à briser son serment et du coup après une fois qu'elle le rejette, une fois qu'elle lui a dit qu'elle voulait pas partir avec lui, puis j'aime bien parce qu'il y a dans la scène il y a un petit sur le bateau, il y a un petit moment d'hésitation où quand même tu vois dans ses yeux qu'à un moment elle imagine ce que ça pourrait être et presque elle en rêve. Enfin, c'est une scène silencieuse donc on sait pas ce qui lui passe par la tête, mais moi quand je la voyais avec son regard dans le vague, j'imaginais ça où elle se disait ah ouais, peut-être que j'aurais pu faire ça et en même temps on serait abandonné trop de choses pour elle. Je pense qu'elle est quand même Rhaenyra attirée par le pouvoir. Rajoute à sa décision toute cette histoire que le show a créée de prophétie. De tes enfants vont empêcher la longue nuit de ravager Westeros. Voilà, je pense que au fond d'elle, il y a aussi cet élément-là qui joue. Dans les livres, il tue effectivement le compagnon de Laenor Velaryon, mais dans un tournoi. Il lui fracasse le crâne avec un énorme fléau d'armes et il y a 6 jours d'agonie. Ce Geoffrey, je sais plus comment il s'appelle, Geoffrey. Bon, les Geoffrey et les mariages dans Game of Thrones, ça fait pas long feu, quoi. Ce n'est pas une bonne opération de s'appeler Geoffrey dans cette série. Et donc ouais, on a cette scène où il le tue directement et il est à deux doigts de se suicider et en fait on se rend compte qu'il va être pris sous l'aile de Alicent Hightower et c'est Rhaenyra qui l'a poussé dans les bras de Alicent en fait. Et ça devient l'homme de la reine presque à cause de Rhaenyra, quoi. Voilà, je trouve que c'est une très très belle histoire qu'il a, Criston Cole, de frustration, de rêves brisés. Enfin, tous les personnages sont trop cool, hein, tous les nouveaux personnages. Alors, on voit aussi 2 nouveaux dragons. Rhaenys qui est sur son dragon Meleis, un énorme dragon rouge. Et il y a son fils Laenor qui se rend au mariage sur son dragon Seasmoke, mer des fumées, je crois que c'est en français. Le petit dragon gris, qui est quand même déjà un bon gros morceau. Donc je suis très content qu'on ait vu Meleis, parce que c'est un de mes dragons préférés avec sa cavalière Rhaenys. Et j'ai hâte de voir ce qu'il va advenir de ce personnage. Il n'y a rien dans cet épisode qui m'a déçu, c'est que des petits trucs, mais chaque dialogue est bien pensé. Corlys Velaryon qui pense que l'homosexualité de son fils va passer, des intrigues de couloir, tous les dialogues qu'il peut y avoir pendant le mariage, Daemon qui est encore plus chaotique et fou que d'habitude, et qui veut tout faire pour épouser Rhaenyra, quitte à tuer son mari,
pour ensuite avoir la couronne pour lui. Enfin, ouais, je trouve que tout est exacerbé dans cet épisode. Et il a la musique aussi. La musique tout au long de l'épisode, mais surtout pendant le mariage. C'est une musique de combat. C'est une marche de guerre avec les tambours et tout ça. Et c'est une musique presque militaire. Enfin, qui va trop bien avec le montage, qui montre tous les gens en conflit et tout ça. Voilà. Encore un très beau mariage, un très bel épisode. J'ai trop hâte de voir nos deux nouvelles actrices sous les feux de la rampe. Pour une deuxième partie de saison qui va se révéler assez intense avec plein de nouveaux personnages du coup, puisque 10 ans ont passé. Cette saison 1, c'est un peu terrible parce qu'elle va s'arrêter au sommet du Grand 8. Elle va s'arrêter juste avant que il y ait la chute et que ça devienne vraiment intense. Il n'empêche que moi je m'en prends plein les yeux, c'est un de mes univers préférés, Game of Thrones, donc je suis ravi. Je terminerai cet épisode avec la petite scène sur laquelle se termine également l'épisode, le rat qui vient lécher le sang pendant l'union de Rhaenyra et de Laenor. Et ce rat, on l'a déjà vu lorsque Alicent elle faisait l'amour avec le roi Viserys. Il y avait un rat qui traînait sur leur lit. On a aussi vu ce rat dans le squelette de Balerion. Et je trouve que ce rat est un très bon pareil symbole, hein. Ça peut être un symbole de la maladie de Viserys, ça peut être enfin, c'est une très belle métaphore aussi sur ce qui est en train de se passer, tout qui est en train d'être pourri. Voilà. J'espère que cet épisode vous a aussi autant fasciné que moi. On se revoit la semaine prochaine évidemment, mardi à 18h pour un nouveau débrief de House of the Dragon. Ciao.